Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse du traitement médiatique du Brexit. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, vous pouvez cliquer ici et il s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Aujourd'hui, cette vidéo sera entièrement consacrée au reportage diffusé dans le 20h de France 2 du 19 juin. Non pas qu'il soit très long, mais en fait il aborde les principaux poncifs des médias pour la campagne, c'est-à-dire les visas, les permis de travail, les études à l'étranger et le tourisme. Alors aujourd'hui, on va bien prendre le temps de décortiquer ces différents éléments, sur lesquels vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire, alors soyez attentifs, parce qu'après ces thèmes vont revenir presque tous les jours dans les JT. Mes amis, croyez-moi, et là je m'adresse surtout aux plus jeunes d'entre vous, s'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ces 18 années d'errance, rien n'est plus important dans la vie que la télévision, rien. Regardez-la aussi souvent et longtemps que possible avant de mourir. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. En Grande-Bretagne, la campagne en vue du référendum sur le maintien ou la sortie de l'Union européenne a repris. Ah bon? Ah bah merde alors, mais j'ai parlé de quoi moi dans ma précédente vidéo? Faut croire que la campagne s'est pas arrêtée pour tout le monde, hein. 3 jours de promotion gratuite pour le camp du Remain, à coup de « Oh, regardez cette jeune femme, mère de 2 enfants, qui se battait pour rester dans l'Union Européenne, elle est morte pour ses idées, votez pour elle !» Enfin je veux dire, votez contre la violence, pour l'Union Européenne, voilà quoi. Donc faut pas s'étonner si après ça influence le vote des électeurs, ça on va nous en parler tous les jours, et justement, Drucker ouvre son sujet sur le Brexit avec les conséquences de l'assassinat sur la campagne. 3 jours après l'assassinat de la jeune députée Jo Cox, selon certains sondages, il semble que la tendance ait changé. Le IN pourrait l'emporter. Bonsoir Loïc de la Mornay, vous êtes en direct de Londres. Le Premier ministre David Cameron est en train de s'exprimer. Effectivement, il semble bien qu'il y ait eu un effet Jo Cox après le meurtre de la députée, puisque vous l'avez dit, certains sondages sont en train de se rapprocher. On retrouve à présent certains sondages qui prédisent une victoire de ceux qui veulent rester dans l'Europe. D'autres sondages continuent à prédire quand même une victoire du Brexit, mais tout se rapproche, le suspense est à son comble. Donc voilà, on n'en sait pas plus que la veille, ou l'avant-veille, ou l'avant-avant-veille, où les mêmes suppositions nous avaient déjà été données, et maintenant on enchaîne avec les conséquences très concrètes du Brexit. Le suspense est à son comble, suspense pour les Britanniques, mais incertitude également pour les Français, car vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui vivent au Royaume-Uni, notamment ici à Londres, et pour eux, le Brexit aurait des conséquences très concrètes, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Anto Filippi. Cela fait bien longtemps qu'il ne se limite plus à Froggy Valley, la vallée des grenouilles, le surnom de ce quartier de South Kensington, berceau de la communauté française à Londres. Aujourd'hui, 300 à 400 000 Français résident dans la capitale britannique. Bon nombre sont venus attirés par une installation facile. En tant que citoyens européens, ils n'ont besoin d'aucune formalité. C'est le cas de Philippe Bloch, qui a lancé son entreprise il y a 5 ans, alliant les pâtisseries à la française au légendaire bus rouge londonien. Mais aujourd'hui, à quelques jours du référendum, il est inquiet pour sa clientèle comme pour sa compagnie. Et moi, c'est vraiment l'incertitude économique. Moi, j'ai besoin de tourisme, mais j'ai besoin des Anglais. On a à peu près 50% de clientèle anglaise et 50% de touristes. Nous, on emploie beaucoup de Français et beaucoup d'autres étrangers qui sont faciles à employer. On a des contrats d'étudiants, on a des contrats de ceci. Comment ça va se réguler après? Les touristes et les travailleurs étrangers. En France, le débat s'est beaucoup cristallisé autour de ces questions. C'était genre, vous vous rendez compte, il va falloir un visa pour se rendre au Royaume-Uni, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Les Anglais vont s'isoler. Ces mêmes personnes oublieront bien vite de critiquer les nombreuses procédures nécessaires pour se rendre aux États-Unis, par exemple, ainsi que l'énorme frontière bien physique qu'ils ont dressée entre eux et le Mexique. Mais là, c'est normal. C'est pour la sécurité des voyageurs. Bref, j'ai fait quelques recherches pour savoir ce qu'il en était de cette histoire, et il y a pas mal de choses à en dire. Commençons par les frontières. Comme vous le savez, le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen, ce qui veut dire qu'il maintient des frontières vis-à-vis de tous les pays, y compris ceux qui sont membres de l'Union Européenne. En France, ce sont les accords du Touquet qui organisent la gestion des frontières avec le Royaume-Uni. Je vais pas vous le détailler, il en a beaucoup été question dans les médias, donc je vous mets juste un lien au cas où ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, il n'y aura donc pas de changement dans la gestion des frontières suite au Brexit, puisque c'est pas lié au traité européen. J'ajoute que même si le Royaume-Uni faisait partie de Schengen, ça ne changerait rien non plus, car Schengen n'est pas lié au traité européen non plus, on peut être dans Schengen sans être dans l'Union Européenne, comme la Suisse par exemple. Les postes frontières ne vont donc pas se mettre à pousser comme des champignons suite au Brexit, comme vont le prétendre certains reportages qu'on verra les jours suivants,
Tout simplement parce que ces postes existent déjà et sont encadrés par des traités qui n'ont rien à voir avec la construction européenne. Maintenant, qu'en est-il des procédures aux frontières ? Aujourd'hui, il suffit d'une carte d'identité française ou d'un passeport français, et plus généralement européen, pour entrer sur le territoire et y travailler. Et ça, il y a de fortes chances que ça change au vu du ton anti-immigration de la campagne. Alors pour l'instant, on peut pas savoir. On verra bien ce qui sera négocié au moment de la sortie. Et au pire, effectivement, on sera traité comme les ressortissants des 167 autres pays du monde, visa et permis de travail obligatoires. Sauf exception. Et oui, il peut y avoir des exceptions négociées entre les pays. Et puisqu'on nous dit que la France a tant de liens avec le Royaume-Uni, que Londres est la 5e ou 6e ville de France, qu'on accueille plein de touristes anglais, le gouvernement français aurait très bien pu proposer un accord bilatéral qui supprime les visas et les permis de travail pour les ressortissants de nos deux pays. Vous les avez entendus proposer un truc pareil, vous ? Moi non, hein. Bien au contraire, justement. Et c'est là que ça devient très intéressant. On va faire une petite parenthèse et avancer dans le temps. Dès le lendemain du vote du Brexit, le 25 juin, Xavier Bertrand propose de punir les Anglais pour leur vote. Pour beaucoup, ce Brexit, c'est l'occasion de renégocier les accords du Touquet. Cela pourrait impliquer un déplacement de la frontière et donc des contrôles outre-Manche. Nos amis britanniques ont voulu reprendre leur liberté, alors ils reprennent leurs frontières. Et on arrête aujourd'hui de gérer la question des migrants à Calais pour les Anglais, alors que c'est à eux de le faire. Droite, gauche, même combat, le 27 juin, c'est au tour de Macron d'annoncer qu'il fallait remettre en cause les accords du Touquet. Emmanuel Macron a jugé qu'il est évident que le contexte politique, créé par le départ des Britanniques, rouvre ces sujets et que nous sommes en droit d'être plus exigeants à l'égard de notre partenaire britannique. Alors toute la semaine, on nous casse les couilles avec les visas, les permis de travail, le Royaume-Uni s'isole, et au lieu de tendre la main au Royaume-Uni avec un accord bilatéral d'ouverture sur le monde, la première décision de ces bien-pensants, c'est de prendre une sanction via les accords du Touquet, genre « tu veux pas de moi, eh ben je veux pas de toi non plus », comme des gamins en fait. On est dirigé par des gamins colériques et pleurnichards. Tout ça montre bien que le vrai enjeu, c'est de garder le Royaume-Uni sous la domination supranationale des traités européens, et qu'ils en ont vraiment rien à foutre que nos petites vies soient bouleversées par des demandes de visa ou de permis de travail. Enfin franchement, si notre gouvernement s'inquiétait vraiment de la vie des Français, depuis le temps, on le saurait. Alors aujourd'hui, vous pouvez continuer à vous rendre au Royaume-Uni comme avant, jusqu'à ce que les négociations sur sa sortie de l'UE aboutissent. Mais bon, dès qu'elles seront entamées, on verra déjà à quelle sauce on sera mangé, et on verra aussi si ces gens qui sont si prompts à dénoncer l'isolationnisme des autres sont aussi ouverts d'esprit qu'ils le prétendent. Pour l'instant, c'est plutôt mal parti. Allez, on est toujours le 19 juin, et on continue notre petit train fantôme au pays des horreurs, qui est censé nous présenter... Nous présenter quoi déjà ? Le Brexit aurait des conséquences très concrètes. Oui, voilà, les conséquences très concrètes du Brexit, qui sont pour l'instant très relatives. Et en fait, ça va continuer, parce que, je vous spoil, tout le reste du reportage, c'est à base de « je sais pas ce qui va m'arriver, j'ai des craintes, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça ». Enfin bon, voilà quoi. Interrogation pour les entreprises françaises à Londres, interrogation pour le temple du savoir à Cambridge. Cette ville, qui à l'image de sa jumelle Oxford, compte parmi les universités les plus prestigieuses de la planète, abrite aussi beaucoup d'étudiants français, comme Myriam Goudet, en doctorat de biologie. Moi, je viens de Dijon et venir à Londres et à Cambridge, c'était aussi loin que d'aller à Toulouse, là où j'ai fait mes études. Stop, à partir de là, tout le reste de ce petit bout de reportage, c'est du mytho, et bien sûr, je vous explique pourquoi après. En tant qu'Européenne, elle paie comme les Britanniques 10 000 € de frais d'inscription par an. En cas de Brexit, elle paiera comme les Américains ou les Asiatiques plus de 25 000 €. On va devoir postuler à des visas, c'est beaucoup plus de formalités administratives, il faut qu'on se fasse accepter, sous quel régime, sous quel statut. Voilà, donc le petit sujet s'arrête comme ça, en plein milieu de sa phrase, et puis après il passe à un autre truc sur la recherche qu'on verra après. Elle dit « on va devoir postuler à des visas ». C'est faux de l'affirmer, ou alors elle est vachement bien renseignée, hein, parce que même nous encore aujourd'hui on n'en sait rien. Ensuite, pour ce qui est de la question des formalités et des frais scolaires, j'imagine que cette personne bénéficie du programme d'Erasmus. Enfin, c'est pas dit clairement dans le reportage, mais sinon je vois pas bien quel lien il pourrait faire avec la construction européenne. Enfin bref, si c'est le cas, jeune fille, je suis heureux de t'apprendre que ta situation ne va pas changer d'un iota, parce que comme Schengen, Erasmus est déconnecté des traités européens, ce qui veut dire qu'on peut être dans Erasmus sans être dans l'Union européenne, comme la Suisse à nouveau par exemple. Donc juridiquement, il n'y a aucune raison de croire que le Brexit conduise à la fin d'Erasmus pour le Royaume-Uni. Politiquement par contre, on est en droit d'en douter. La bande de tarés qui nous gouverne pourrait très bien essayer de s'en servir dans les négociations pour faire pression sur le Royaume-Uni comme ils veulent se servir des accords du Touquet.
Mais bon, c'est qu'une pure supposition de ma part, d'ici là de l'eau aura coulé sous les ponts et l'émotion de la classe politique aura déjà bien retombé. Quoi qu'il en soit, en l'état actuel des infos disponibles, pour savoir ce qui va se passer pour les étudiants européens au Royaume-Uni, il suffit de se rendre sur le site internet de ce temple du savoir qu'est Cambridge. Face aux nombreuses questions des étudiants européens suite au vote du Brexit, ils ont ouvert une FAQ dédiée. On y apprend que le référendum n'a pas d'incidence sur la participation du Royaume-Uni à Erasmus, comme je vous le disais, et que les étudiants de l'Union Européenne qui sont déjà à Cambridge ou qui entreront en 2016 ou en 2017 ne seront pas assujettis à la taxe outre-mer au cours de leurs études, à condition que cela continue d'être permis par les lois du Royaume-Uni à l'avenir. Il précise aussi que les frais d'inscription à partir de 2018 ne sont pas encore définis, ce qui est normal, puisque d'ici là le Royaume-Uni sera sorti de l'Union Européenne et qu'il y aura peut-être des modifications dans le traitement des étudiants provenant de l'UE. Mais ça à nouveau, on en sera plus quand la procédure de sortie sera engagée et qu'on aura les revendications des deux camps. Et c'est vrai que pour l'instant on va avoir quelques mois d'incertitude sur ce qui se passera à partir de 2018. Donc vous voyez que c'est loin d'être aussi certain et brutal que ne le présente le reportage. Je vous rappelle qu'on n'est que le 19 juin. Personne n'est en mesure d'affirmer qu'il faudra des visas, qu'il faudra payer 25 000 €, qu'il faudra faire des changements de régime suite au Brexit. Tout ça, c'est du mytho, et les journalistes le savent très bien. Remarquez la démarche. Pour savoir ce qui allait se passer à l'université de Cambridge au cas où le Brexit l'emporterait, ils sont pas allés voir le responsable du bureau des admissions de l'université, qui leur aurait sûrement donné des explications comparables à ce qu'ils ont donné sur leur site 2 semaines plus tard. Non, au lieu de ça, ils sont allés interviewer Myriam Goudet qui n'y connaît rien dans le parc. On en revient à l'importance de la hiérarchisation des sources dont je parlais dans le précédent épisode, et à moins d'avoir affaire aux journalistes les plus nuls de la planète, on peut vraiment estimer qu'ils font preuve de mauvaise foi en relayant ces informations comme étant vraies, ce qui fait de cet extrait de la divulgation de fausses nouvelles, et ça c'est puni par la loi. Faisons un petit tour sur le droitcriminel.free.fr, et pendant qu'on y est, on va se faire toute la tartine. On entend par diffusion de fausses nouvelles le fait de répandre dans le public une information présentée comme étant d'actualité et qui repose soit sur un fait forgé, soit sur un fait dénaturé. Toute fausse nouvelle diffusée dans le but de tromper le public encourt bien évidemment la réprobation, elle constitue une faute morale. Dès lors que la diffusion d'une fausse nouvelle est de nature à affaiblir la nation, à troubler la paix publique ou à fausser le libre jeu des élections, elle est légitimement incriminée par de nombreux législateurs. L'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse incrimine le fait de publier, diffuser ou reproduire, par quelque moyen que ce soit et de mauvaise foi, de fausses nouvelles qui troublent ou qui sont de nature à troubler la paix publique. Donc pour ce qui nous intéresse, ce serait plutôt l'article L97 du Code électoral qui sanctionne la diffusion de fausses nouvelles tendant à influer le vote des électeurs. C'est complété par un arrêt du Conseil d'État du 14 avril 1999. Une fausse nouvelle, de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs et à porter atteinte à la sincérité du scrutin, emporte l'annulation de l'élection. Bon, le scrutin n'est pas en France, alors je sais pas si les journalistes de France 2 tombent vraiment sous le coup de ces articles, n'empêche qu'ils sont en plein dans le cadre. Le reportage ne sert qu'à diffuser de la peur dans l'esprit du public, en allant recueillir les craintes et les inquiétudes de tel ou tel Français expatrié, le tout complété d'affirmations alarmistes et fausses. Le but ici n'est pas d'informer honnêtement le public sur les conséquences très concrètes du Brexit, mais bien de créer de la confusion dans l'esprit des électeurs pour influer sur leur vote lors de prochaines élections en France. Pour conclure, ce qui est le plus vraisemblable pour la situation des étudiants européens au Royaume-Uni, c'est que rien ne changera avant 2018, et qu'ensuite il est fort probable que rien ne change non plus après, parce que la fin de la participation au programme d'Erasmus n'a jamais été une revendication du camp du Brexit, et même si tout est possible, je vois mal nos politiciens leur imposer une sortie de ce programme après avoir tant pleurniché sur le sort des étudiants expatriés. Quoi qu'il en soit, on en saura plus dans les mois qui viennent. Si les journalistes de France 2 avaient été honnêtes, il me semble que c'est ça qu'ils auraient dû dire dans leur reportage ce jour-là. Mais bref, continuons. Italien d'origine, le directeur de ce laboratoire emploie régulièrement de jeunes scientifiques français et redoute un désastre tout court pour la recherche. Encore une subtile allusion au problème des visas et des permis de travail. À nouveau, vous remarquez qu'on est dans la suggestion. Le commentateur sous-entend qu'il ne pourra plus embaucher de jeunes scientifiques français et par extension européens, et que ce sera la catastrophe. Sauf qu'en vérité, personne ne va l'empêcher de le faire. Dans le pire des cas, effectivement, il faudra faire un permis de travail. Ouh là là, remplir un papier, c'est chiant, je veux bien, mais enfin,
de là à provoquer un désastre pour la recherche, on est quand même peu de choses, quoi. Alors à ce stade, vous allez me dire, ouais, mais t'es pas très honnête, tu nous as passé qu'un petit bout de phrase, c'est beaucoup trop court pour qu'on puisse se faire notre propre opinion du traitement médiatique du sujet. Oui, mais en même temps, c'est tout ce qu'il y a dans le reportage, parce qu'après ils interviewent le responsable du labo, et ils ne parlent pas de recherche. La compétition scientifique ne doit pas se faire entre pays européens, parce que l'Europe est en concurrence avec les États-Unis, la Chine, l'Asie en général. Si on commence à se diviser entre pays européens, on va perdre notre force de recherche scientifique. Voilà, donc ce type ne nous parle pas de programmes scientifiques qui seront arrêtés, ou de centres de recherche qui seront fermés, ou de subventions qui seraient plus versées. Non, il ne nous donne aucun exemple concret de l'impact du Brexit sur la recherche. C'est con, c'était quand même le but du reportage. Le Brexit aurait des conséquences très concrètes. Très concrètement, il nous sort le bon vieux poncif de l'union fait la force pour faire face à la mondialisation, dans un magnifique exercice de xénophobie en fait, quand on y pense. Faire l'Europe, c'est faire le poids. Cette peur de l'étranger était déjà sur les affiches du Parti Socialiste pour nous vendre le traité de Maastricht en 92, et déjà à l'époque, elles avaient été dénoncées pour leur racisme. Aujourd'hui, ce responsable de laboratoire de l'université de Cambridge nie complètement qu'il y a de la concurrence entre les entreprises et les États européens. Il semble vivre dans un monde où tout le monde se tient par la main, enfin tout le monde, les pays européens, qui sont considérés comme des pays serviettes, avec lesquels il faut libre circulation, coopération, etc. Et tout autour de l'Europe, vous avez les pays torchons, un océan de merde et de danger, auquel il est tout à fait normal de demander des visas et des permis de travail pour s'en protéger, car voyez-vous, nous sommes en concurrence. Et si on sort de l'Union Européenne, les Russes, les Américains, les Asiatiques nous boufferont tout cru. En fait, ce type exprime un rejet et une peur de tout ce qui n'est pas européen, et on retrouve ça dans la bouche de tous ceux qui défendent l'Union Européenne, ce projet si merveilleux d'ouverture sur le monde. Sur le monde européen en tout cas. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous travaillez dans la recherche, dites-nous dans les commentaires si vous arrive de bosser avec des Russes, des Américains, des Chinois, etc. Ou si au contraire, on vous interdit de recruter des gens qui n'ont pas la nationalité d'un pays membre de l'Union Européenne. Dites-nous aussi si les jeunes scientifiques français sont vraiment si essentiels pour la recherche européenne et britannique. Je suis vraiment curieux de le savoir. Remarquez quand même que ce type n'est pas soutenu par son administration dans sa vision des choses. Voici la réponse qu'on trouve sur le site internet de ce temple du savoir qu'est Cambridge à la question « Mes recherches sont actuellement financées par l'Union Européenne, qu'est-ce qui va arriver à mes fonds ?» Le résultat du référendum n'a pas d'effet immédiat sur les demandes et les participations au fonds avant l'horizon 2020. Les entreprises et les chercheurs anglais pourront continuer à participer au programme comme avant. L'accès futur du Royaume-Uni au Fonds européen de recherche et d'innovation sera au cœur des prochaines discussions. Le gouvernement est déterminé à s'assurer que le Royaume-Uni continuera à jouer un rôle leader dans la recherche et l'innovation européenne et internationale. Personne ne parle ici de concurrence, de division ni d'isolement. Une fois de plus, France 2 n'est pas allé interviewer un visionnaire. Et on termine avec un dernier témoignage qui est sans doute le plus intelligent de ce 19 juin. Face à ces incertitudes, cette autre Française installée au Royaume-Uni depuis 10 ans a tranché. Elle prépare ses tests et documents pour demander la nationalité britannique. Ça m'a donné un peu un sursaut pour le faire maintenant, avant qu'il y ait une décision. Quand je passe des entretiens d'embauche, je n'ai pas envie d'avoir à dire est-ce que j'ai besoin d'avoir un visa, est-ce que vous pouvez rester ici, est-ce que vous pouvez travailler, est-ce que vous avez le droit de faire ça. Moi je trouve ça sain quand on vit dans un pays depuis plus de 10 ans et qu'on compte y rester indéfiniment, de demander la nationalité du pays. Remarquez que c'est la seule conséquence très concrète du Brexit dans ce reportage, ça a poussé cette dame à faire ses démarches. Tout le reste, c'est soit du mytho, soit au conditionnel. À l'instar de ces Français, on note aussi une hausse des Britanniques qui le peuvent à demander la double nationalité irlandaise pour pouvoir garder un passeport européen en cas de Brexit. On aurait bien aimé avoir les chiffres de cette augmentation pour se faire notre propre idée, hein, mais bon. Au JT, quand l'info n'est pas au conditionnel, elle est vague et pas sourcée. Il y a une hausse, voilà. Mais c'est combien? 5, 10, 50, 200%? Est-ce qu'on peut comparer avec d'autres hausses qui ont eu lieu dans le passé pour voir si c'est significatif? C'est ça qu'aurait été une information intéressante. Moi aussi, je vais me mettre à bosser comme ça, je vais gagner beaucoup de temps. Bonjour. Les journalistes sont nuls parfois. Abonnez-vous. Et démerdez-vous, pas de nuances, pas d'éléments quantitatifs, et faut me croire sur parole.
Pour avoir quelques éléments quantitatifs sur les demandes de passeport irlandais, il faudra attendre le 28 juin qu'un reportage plus détaillé sur le sujet soit diffusé. Un phénomène prend de l'ampleur par ailleurs en Grande-Bretagne, les demandes de passeports de pays européens, et notamment irlandais, s'envolent. On regarde votre reportage Clément avec Vincent Pifteau. Une file d'attente interminable devant cette ambassade à Dublin et un serveur téléphonique saturé. Pour obtenir un passeport irlandais en ce moment, mieux vaut s'armer de patience. Tous les Britanniques qui ont un parent ou un grand-parent irlandais peuvent demander la citoyenneté. Et les candidatures se multiplient, 4000 rien qu'hier, contre 200 en temps normal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle les consignes de sécurité en cas d'exposition prolongée à un JT. Prenez une dose d'esprit critique 1000 mg. Ce traitement est aussi recommandé pour toutes les autres émissions et toutes les vidéos que vous verrez sur internet, y compris celle-ci, même si en général une dose moins forte suffira. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, la partager et vous abonner à la chaîne pour voir la suite. Nous on se retrouve rapidement pour analyser les reportages du 20 et 21 juin où on nous parlera de l'augmentation du prix des marchandises en cas de Brexit. À la prochaine!